Nicolas Revel, merci d'avoir accepté notre invitation. Déjà, l'année dernière, vous étiez venu, et dans une période un peu plus, non pas agitée, mais peut-être tendue, avec les élections qui allaient arriver. Il y en a d'autres, comme disait Benoît, qui vont arriver, mais on est moins peut-être concernés. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous allez donc tout nous dire sur la Convention. Non, c'est pas ça, c'est pas le sujet. Pourquoi la CCMF n'a pas signé et le SML. Donc, Nicolas Revel, vous êtes un homme heureux, parce que la Convention a été signée, et donc la thématique de ces 2 jours, c'est territoire de santé et médecine libérale, enjeux et solutions. Donc on parle de PDS, de programmation, des soins non programmés, de numérique et santé. Donc on a ce matin un débat très, très riche, très intéressant sur les groupements hospitaliers et territoires et les plateformes territoriales d'appui. Enfin, je veux dire, on sent qu'il y a une structuration de l'offre de soins qui se dessine. Donc dans la Convention, il y a des choses qui intéressent bien évidemment le territoire, l'organisation des territoires, parce que maintenant on ne parle plus que de territoire. Et on a appris qu'il y avait autant de territoires que de PDSA, que d'urgence, que il n'y a pas un seul territoire, donc ça complique. Donc vous allez nous dire en quoi la Convention, en quoi en tout cas la politique de la CNAM va favoriser cette prise en charge de l'offre de soins sur les territoires. Un quart d'heure, voire 20 minutes. Et après, on pourra vous poser quelques questions. Merci beaucoup, Philippe Leduc. Bonjour à toutes et tous. D'abord, je voudrais vous remercier, en tout cas les organisateurs, pour cette invitation. C'est vrai que c'est la 2e année que j'ai le plaisir de participer à vos travaux. J'ai aussi le plaisir de retrouver dans cette salle beaucoup de visages connus avec lesquels j'ai passé de nombreuses heures, journées, soirées au cours des derniers mois, et dans un climat, sans compromettre personne, qui était plutôt un climat, je dirais, constructif et intéressant. Vous avez rappelé la thématique de ces 2 jours qui portent sur l'organisation territoriale de la médecine de ville, et au-delà de la médecine de ville, de l'organisation territoriale des soins, qui est en effet, je vais faire court, un sujet tout à fait décisif et au cœur de toute stratégie nationale de santé qui soit efficace et qui puisse répondre à un certain nombre de défis. Un premier défi que chacun cite en chaque occasion, mais qui est important de rappeler ici, c'est cette question de savoir comment renforcer la capacité de notre système de soins de ville, fondé avec en son cœur la médecine libérale, évidemment, les médecins libéraux, pour pouvoir prendre en charge davantage, mieux, des besoins de santé qui évoluent par ailleurs, qui impliquent un suivi plus au long cours, une prise en charge de premier et de second recours, pluriprofessionnelle bien souvent, et avec des besoins de coordination de plus en plus forts entre professionnels de ville et entre ville et hôpital. Sur ce sujet du poids des pathologies chroniques, de ce qu'implique cette évolution des besoins de santé, souvent je m'interroge sur comment on peut l'objectiver quantitativement, parce qu'on le dit toujours, et c'est une réalité, mais ce qui est intéressant, c'est de pouvoir l'objectiver par quelques chiffres. Il y a un premier chiffre qui parle de lui-même sur le poids des pathologies chroniques, c'est tout simplement l'augmentation du nombre de patients, d'assurés qui sont en affection de longue durée. C'est tout simplement un doublement en 20 ans. On est passé de 5 millions à 10 millions. Mais quand on regarde comment ça se traduit sur l'activité des médecins, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'on n'a pas la profondeur de champ qui pourrait permettre de restituer une évolution sur longue durée. Il y a pour autant un chiffre qui est un chiffre assez récent que je vous livre et qui est un premier élément, je dirais, de traduction, c'est que quand on regarde ce que pèsent tous les patients de plus de 80 ans et tous les patients en affection de longue durée dans la patientèle des médecins, on est à 20%, et dans leur activité, c'est-à-dire dans les consultations diverses et variées, généralistes et autres spécialités, on est à 30%. 30% en volume, c'est beaucoup, c'est significatif. Je pense que ça ne traduit évidemment pas suffisamment ce qu'est le poids de cette patientèle, qui, très certainement, en temps de consultation, en durée de consultation et en temps de suivi au-delà du temps médical, est évidemment extrêmement lourd.
Le défi auquel la médecine de ville doit répondre, ce n'est pas seulement d'ailleurs celle du suivi au long cours et la prise en charge coordonnée de ces pathologies chroniques, c'est plus globalement celui de renforcer la capacité de notre système de soins primaires et secondaires à donner corps aux réalités au virage ambulatoire, qui est là aussi, je dirais, un terme que nous avons placé au cœur de la stratégie, que nous citons en toute occasion, mais qui, évidemment, pour pouvoir se traduire dans la réalité, implique un certain nombre de choses. Je ne crois pas qu'il suffise de dire il convient, il est urgent que le poids de l'hôpital se réduise, comme s'il y avait ici une baguette magique qui permettrait ainsi d'en décider. Encore faut-il que le système de soins de ville soit capable de prendre le relais de ce qui est aujourd'hui pris en charge par l'hôpital. L'hôpital prend en charge ce qu'il doit prendre en termes médicaux, et parfois il prend en charge un peu plus que ce qu'il devrait, compte tenu notamment de ce que la ville n'est pas toujours suffisamment organisée pour offrir une véritable alternative. Et ça passe par des exigences qui ont pour nom, vous en avez parlé ce matin, la permanence des soins, la coordination des acteurs, la rapidité des prises en charge, la fluidité des parcours et évidemment le partage d'outils d'information efficaces. Tout ce que je viens de dire, évidemment, donne lieu à un consensus, je crois, tout à fait partagé, d'ailleurs aussi bien par les acteurs de la ville que par ceux de l'hôpital. Je pense qu'il n'y a aucun désaccord de fond sur le diagnostic, et aussi bien de la part des professionnels de santé que des régulateurs publics. Il y a un deuxième objet de consensus, c'est que le premier des leviers pour favoriser l'émergence d'une telle offre de soins ambulatoires, mieux structurée, mieux coordonnée, c'est d'abord évidemment la mobilisation, l'engagement des professionnels de ville dans des dynamiques territoriales. C'est le thème de votre réunion. Et ces dynamiques territoriales indispensables n'existent ou n'existeront que pour autant que les médecins libéraux et les autres professionnels de santé s'y engagent, parce que s'il appartient aux régulateurs publics d'encourager, de favoriser ces dynamiques, nous ne pouvons ni les décréter, et il n'est pas question de les administrer en lieu et en place des professionnels eux-mêmes. Ce dernier point, ce que je viens de dire, a pu ou peut encore donner lieu à des débats qui sont, à mon avis, le plus souvent des faux débats. Je crois que chacun a compris que les dynamiques territoriales ne marcheront que si elles sont portées, mais au sens fort, plein du terme, par les acteurs de terrain, les médecins et autres professionnels de santé. Et il n'est pas de l'intention des régulateurs ou que ce soit les ARS, l'assurance maladie, de se substituer à qui que ce soit. Et pour autant, soyons clairs, chacun sait que si on veut que les choses avancent, que les professionnels de santé s'engagent, que des outils, des organisations se mettent en place, on peut certes compter sur la main invisible ou le Saint-Esprit, mais il faut aussi du soutien, de l'accompagnement, des moyens. C'est évidemment la mission que les agences régionales de santé déploient au quotidien au travers de toutes les actions qui sont les leurs, avec leurs outils d'intervention, et notamment ceux créés par la loi santé. Et c'est aussi l'ambition que nous nous sommes fixés dans le cadre de la négociation conventionnelle, j'y viens, Philippe Leduc, qui donc s'est achevée il y a quelques jours. Alors, c'est évidemment un peu paradoxal d'évoquer la Convention nationale comme un levier utile pour faire avancer la thématique des territoires de santé. Parce que, spontanément, l'instrument conventionnel peut apparaître comme peut-être le plus éloigné des problématiques territoriales. C'est en fait un levier fondamentalement aterritorial, aprivatif. Bon. C'est un outil national, c'est une convention nationale qui est monoprofessionnelle et qui fixe les conditions de rémunération de chacun des professionnels de santé pris individuellement, au sens où nous ne rémunérons jamais, ou en fait rarement, puisqu'il y a un précédent récent sur les structures pluripro, des organisations collectives. Et puis c'est vrai que la vocation de la Convention est plutôt, je dirais, tarifaire au sens large, avant d'être organisationnelle. Et pourtant, je considère, je pense que je n'ai pas été le seul dans cette convention, dans cette négociation, que l'outil conventionnel est un levier
Alors, utile, nécessaire, en tout cas à mes yeux essentiel, tout simplement parce que je crois qu'il en existe peu d'autres qui aient cette force, bien sûr en termes financiers, mais aussi par le fait, et c'est une force, que quand une convention se signe, par définition, elle est le fruit d'un travail fondamentalement partenarial. Mais pour autant, pour être utile, et j'y viens, une convention doit avoir une portée structurante autant que tarifaire, le tarifaire devant être au service, je dirais, d'une visée qui fasse sens au regard de ce que sont les enjeux. Ainsi, dans les travaux que nous avons menés, au-delà des questions de revalorisation tarifaire générale que nous avons abordées, il était donc nécessaire que cette nouvelle convention vienne en soutien de ces dynamiques et de ces évolutions, et que donc nous puissions y consacrer une part des moyens qui étaient disponibles pour cette négociation. Ce point, d'ailleurs, du partage entre revalorisation tarifaire générale et ce que nous pourrions consacrer, je dirais, à des mesures plus spécifiques, a été d'ailleurs un des sujets de discussion, je dirais, entre les partenaires. Quelle part donner aux uns et aux autres? Dans l'absolu, évidemment, il faudrait pouvoir tout faire. Et faire aussi bien tout ce qui relève du rattrapage ou de la revalorisation, et puis essayer de pouvoir investir aussi sur ce qui a la possibilité de faire avancer les choses en termes de structuration. Bon, comme vous le savez, on ne peut jamais faire tout ce que nous souhaiterions faire, et il faut faire des choix, fixer des priorités. On pourrait se dire qu'en revalorisant les tarifs de manière générale, les moyens supplémentaires qui seraient ainsi, je dirais, obtenus dans les honoraires des médecins permettraient à ceux-ci de faire spontanément les choix que nous pourrions souhaiter en termes d'organisation, d'équipement, de secrétariat qualifié. Je crois que c'est en partie vrai, mais je crois que c'est en partie vrai seulement. Et donc, nous avons pu, je crois, dans cette convention, au-delà des revalorisations tarifaires que vous connaissez, procéder à un certain nombre d'avancées. Sur la base, je le dis rapidement, d'un résultat final, une convention signée qui prévoit un investissement d'ampleur dans la médecine libérale. Ça n'est jamais assez. Mais enfin, c'est quand même 1,3 milliard, ce qui est une somme très significative, qui n'a en tout cas pas de précédent quand je prends, je dirais, la chronique des conventions des 10 ou 20 dernières années. Je pense que c'est important, quoique vos organisations syndicales aient décidé de faire, puisqu'on est entre nous, de se le dire. Même si c'est une somme importante, visiblement d'ailleurs elle n'a pas suffi puisque tout le monde n'a pas signé, il a quand même fallu assumer des choix et des priorités. C'est souvent là que les choses se compliquent, mais je crois que les choix que nous avons faits, en tout cas le signateur UNCAM que je suis, les assume pleinement. Nous avons choisi de mettre la priorité sur les soins primaires, d'une certaine manière. C'est ainsi que nous avons effectivement consacré des moyens importants à la revalorisation des honoraires des médecins généralistes. Puisque, au global, ce sujet a fait débat au sein des confédérations. C'est vrai que sur le 1,3 milliard dont je vous parle, à peu près les deux tiers sont consacrés à la médecine générale. Ça ne signifie pas pour autant que les autres spécialités n'ont pas été par ailleurs, je dirais, n'ont pas donné lieu également à des revalorisations, parce qu'il fallait évidemment pouvoir traiter l'ensemble des médecins qui constituent la première ligne de front dans la prise en charge des pathologies chroniques. Nous avons également fait le choix de consacrer des moyens à valoriser davantage les consultations longues et complexes. C'est un sujet sur lequel il y a eu un consensus entre les partenaires, même si cette idée qui est à mon avis juste et qui aura vocation, je crois d'ailleurs, à être une priorité pour les prochains rendez-vous conventionnels, de davantage valoriser ce qui est long par rapport aux consultations de base,
est évidemment une belle idée dans son principe, mais dès qu'on rentre dans les travaux pratiques, c'est là que les choses se compliquent, parce qu'évidemment, à la fois, on est sur des choses qui peuvent apparaître un peu compliquées, puisqu'on crée des consultations complexes qui sont médicalement très définies, et puis évidemment, il n'est toujours pas possible de pouvoir répondre à toutes les idées ou les suggestions qui sont faites. Et puis, nous avons aussi assumé de lier assez fortement, et je l'assume, cette revalorisation des honoraires et le soutien à ceux des médecins qui sont dans une pratique tarifaire qui favorise l'accès aux soins. Et je l'ai dit publiquement, je le répète devant vous, c'est vrai que plus de 90% des revalorisations d'honoraires que porte cette convention sont, je dirais, ciblées ou destinées soit à des médecins libéraux de secteur 1, soit à des actes à tarif opposable, soit à des médecins de secteur 2 qui se sont engagés via hier un contrat d'accès aux soins, demain l'OPTAM, option à tarif maîtrisé, dans une modération tarifaire. Mais au-delà de ce rappel sur ce qui constitue, je dirais, un peu les revalorisations générales, nous avons essayé d'aller un petit peu plus loin pour être utile par rapport à ce que j'évoquais plus tôt. D'abord en favorisant la fluidité des parcours entre médecins traitants et médecins correspondants, et en valorisant plus fortement par une majoration de 15 € la prise en charge sans délai des patients adressés par le médecin traitant quand celui-ci considère que ce patient doit être vu dans les 48 heures par un médecin correspondant. Il ne s'agit évidemment pas de patients dont l'état de santé justifierait une hospitalisation en urgence, parce que quand la situation de santé est à ce point urgente, évidemment l'hôpital est là pour prendre en charge, mais de patients qui, faute d'une prise en charge coordonnée en ville, très rapidement, dans des délais très courts, finiraient clairement à l'hôpital quelques jours ou semaines plus tard. La Convention a ouvert également la voie au développement de la télémédecine, en complément, bien sûr, des expérimentations de l'article 36 qui se poursuivent, mais il nous a semblé, en bonne intelligence avec le ministère, que la Convention pourrait essayer d'aller plus loin et dans un cadre national, et pas uniquement dans quelques régions, sur la prise en charge en urgence des résidents en EHPAD et sur tout ce qui porte sur les téléconsultations et téléexpertises, sur deux pathologies, ou en tout cas deux thématiques que sont les plaies chroniques et l'insuffisance cardiaque. Nous avons introduit un volet territorial complètement renouvelé sur les zones déficitaires, où on a un enjeu d'attractivité démographique, et qui va d'ailleurs au-delà de la prime à 50 000 € qui a été, je dirais, entendue, je crois, y compris par les jeunes médecins, mais en maintenant des aides pour les médecins déjà installés, pour les encourager, dans le cas d'un exercice de groupe, ou à défaut, à s'engager dans des projets d'équipes de soins primaires, dans des communautés professionnelles territoriales, à exercer à temps partiel dans des hôpitaux locaux, ou encore à s'engager dans les maîtrises de stage, puisqu'on sait, on en a tous la conviction, que c'est probablement un des leviers les plus importants pour susciter des vocations d'installation. Autre point, je ne vais pas tout égrener, rassurez-vous, un forfait structure qui s'adresse à tous les médecins, généralistes, spécialistes, tout secteur, et qui valorisera des choses importantes comme la maîtrise de stage, l'engagement dans un projet territorial de santé, l'investissement dans des outils d'information, DMP, messagerie sécurisée de santé, mais aussi l'investissement dans des équipes administratives, des secrétariats qualifiés, capables d'accompagner les patients dans leur parcours. C'est un forfait structure qui, je dirais, va être en partie financé indirectement par une contribution supplémentaire que nous attendons des complémentaires, qui atteint une somme qui n'est peut-être pas encore à ce jour à la hauteur des espérances, mais qui commencera, je dirais, à amorcer quelque chose de significatif. Une autre question que nous nous sommes posées tout au long de ces échanges était de savoir dans quelle mesure la Convention pourrait laisser place à des adaptations
des dispositifs conventionnels nationaux aux réalités territoriales. La force de la Convention, je l'ai dit, c'est sa portée nationale. Mais elle ne doit pas pour autant interdire de laisser une place à l'adaptation des dispositifs aux réalités locales et régionales. Nous l'avons fait sur les aides démographiques parce que la loi prévoit que la Convention laisse une place à la capacité d'adaptation sous l'égide des ARS de ces dispositifs. Je vous le dis, je pense que nous aurions pu le faire davantage, au-delà des dispositifs démographiques, et nous aurions pu le faire notamment sur une partie de la ROSP qui porte sur les indicateurs de prévention. Nous n'avons pas trouvé de consensus dans cette négociation pour pouvoir avancer dans cette voie. Et je pense que, pour ma part, même si je respecte l'attachement des partenaires conventionnels au caractère national, uniforme, un peu jacobin de l'outil conventionnel, j'ai cette conviction que pour les fois suivantes, nous devrons trouver des équilibres plus subtils entre le cadre national et cette capacité d'adaptation territoriale, parce que aller dans ce sens me semble être, d'une certaine manière, la bonne façon de consolider et de renforcer la place et la force de la Convention nationale. Je termine, parce que je dois être court. Cette signature, le 25 août, de la Convention, par une majorité de syndicats, a permis l'aboutissement d'un long travail de plus de 6 mois. Et je le dis, je veux remercier ici les syndicats qui se sont engagés dans cette signature, car ça n'a été simple pour personne, et aucun de ces 3 syndicats. Et parce que je sais, et chacun de vous ici sait, que c'est difficile, c'est risqué toujours de s'engager. Quand notamment les attentes de départ sont fortes, que la situation générale, le contexte était évidemment, chacun le sait, s'en souvient, sensible, et que le résultat final est forcément imparfait, parce que dans tout processus de ce type, c'est imparfait. Mais si nous y sommes parvenus, c'est d'abord parce que ce résultat, qui n'est peut-être pas si imparfait que cela d'ailleurs, a été le fruit d'un travail réellement collectif. Nous avons connu des moments de tension, il y a eu des fâcheries, des claquements de porte, mais il y a eu aussi de vrais moments de construction commune. Et j'espère, en disant cela, ne pas compromettre ceux qui n'ont pas signé, mais je crois qu'ils savent, comme moi, que par-delà la virulence de certaines expressions médiatiques, syndicales, cela ne reflétait pas toujours le climat de nos travaux, et que beaucoup de propositions que comporte cette convention ont été le fruit de propositions ou d'idées, de suggestions qui sont venues des uns et des autres, signataires ou pas signataires, à l'heure où je vous parle. Une convention, c'est d'abord un texte qu'on signe, et c'est aussi et surtout une vie conventionnelle. Cette vie conventionnelle, elle va reprendre après près de 2 ans de suspension, ce qui est long, 2 ans de suspension de toutes les instances qui permettent le dialogue entre l'assurance maladie et les médecins libéraux. J'aurais préféré, vous le savez, que tous les syndicats représentatifs en soient partie prenante. Non pas d'ailleurs pour avoir 2 signatures de plus, parce qu'à la limite 3 suffisaient, mais pour permettre la poursuite du travail engagé avec tous les partenaires. Évidemment, ça ne nous empêchera pas de continuer de dialoguer avec ceux qui n'ont pas signé. D'ailleurs, je réponds à l'invitation de la CSMF d'être à Gien dimanche prochain et celle du SML d'être à Marseille dans quelques semaines. Donc le dialogue ne pose évidemment, et cette poursuite du dialogue est naturelle et nécessaire. Mais ça n'est pas tout à fait la même chose que d'être dans les instances conventionnelles ou de ne pas y être, pour ceux qui n'y sont pas et pour la vie conventionnelle de manière générale. En attendant, que peut-être d'ailleurs les choses évoluent, je l'espère, la reprise de cette vie conventionnelle est en tout cas à mes yeux une très bonne nouvelle, parce qu'au-delà du texte, nous avons beaucoup de travail encore qui nous attend dans les prochains mois. Il y a évidemment des avenants qu'il nous appartient de négocier parce que la Convention a renvoyé à certains avenants des sujets importants. Je pense à la télémédecine, qui doit intervenir d'ici la fin de l'année.
Mais au-delà des sujets un peu structurants que sont la télémédecine, le DMP, et j'en oublie, qui vont nous occuper dans les prochains mois, il y a aussi les 1001 sujets du quotidien entre les médecins dans leurs conditions d'exercice de tous les jours et les caisses primaires d'assurance maladie et le service médical qui sont, à mes yeux, pour moi, un vrai sujet de travail pour pouvoir faire que les choses se passent mieux dans l'intérêt de tous. Sachez en tout cas, et j'en termine, qu'au-delà de cette étape conventionnelle que nous avons franchie, poursuivre dans la voie du dialogue et dans la recherche des solutions aux problèmes qui demeurent sera pour moi ma priorité pour les mois et les années à venir. Merci. Merci. On peut consacrer 10 minutes à des réactions ou des questions. Alors, je vous en supplie, brève. Et Nicolas Revel répondra tout d'un coup. Vous vous présentez, bien sûr. Oui, bonjour, docteur Guilleneuf, je suis pédiatre à Saint-Sébastien, donc une régionale de l'Étape. Évidemment, vous savez que la pédiatrie, dans la nouvelle convention, est quand même très mise à mal. C'est une spécialité extrêmement clinique et qui, déjà, est mise à mal sur le territoire de l'hôpital, du coup est mise à mal en libéral. Du coup, qu'est-ce que vous nous proposez pour nous, pédiatres libéraux? Qu'est-ce que vous nous offrez comme avenir? Voilà. Beaucoup de mes collègues partent à la retraite dans quelques temps, donc sont moins concernés par ça. Moi, je commence mon installation. Qu'est-ce que vous me prévoyez? Alors, avant de répondre, monsieur, bon, on n'est pas sur la négociation conventionnelle, bien évidemment ici, on s'intéresse au territoire. Ouf. Il n'y a plus de pédiatre dans les territoires de santé. Là, Philippe, si vous commencez à interdire toute question sur la convention, je pense que vous allez faire des... Il faut faire le lien entre convention et territoire. D'ailleurs, il y avait une déclinaison régionale de la convention dans la loi, non? Mais c'est ce que vous n'avez pas été attentif à ce que j'ai oui, c'est ce que vous avez dit, mais enfin, bon, je vous ai indiqué. Je peux y aller. Monsieur Revel, bonjour. Bonjour à tous. Marcel Garrigou-Grandchamp, je suis généraliste URPS Auvergne-Rhône-Alpes. J'ai bien entendu tout ce qu'on dit depuis ce matin et ce que vous avez répété à propos du virage ambulatoire. Mais je pense que l'assurance maladie peut nous aider un petit peu plus au niveau du virage ambulatoire. Et j'y suis personnellement investi, puisqu'à l'URPS, je m'occupe de programmes informatiques adaptés à cela. Je vous en parlerai demain. Mais là, je vais vous parler du terrain. Une autre spécificité qui est mienne, dans mon syndicat, je m'occupe de la défense des médecins, notamment des médecins qui sont en conflit avec l'assurance maladie. Et notamment, au niveau du maintien à domicile, on a besoin de transports sanitaires. La réglementation sur les transports sanitaires s'est extrêmement durcie ces dernières années et nombre de médecins que je rencontre sont en conflit avec l'assurance maladie parce qu'on leur reproche un taux statistique de transport trop important. Pour maintenir des patients à domicile, on a besoin de transports sanitaires. On a besoin aussi de d'autres professionnels, des infirmières, qui ont une rémunération à domicile qui est vraiment misérable. On a besoin de kinés qui ont une rémunération à domicile qui est faible, ce qui fait qu'on a énormément de mal à trouver des professionnels qui vont à domicile. Et c'est en ce sens que j'aimerais que vous nous aidiez un petit peu plus. Je vous remercie. Pas d'autres commentaires, réactions, questions? Bon, bah, ça tombe bien. Les transports sanitaires, c'est 4 milliards, c'est ça, hein, je crois. 4 milliards, tout régime confondu. Les médecins généralistes, c'est 8 milliards. Oui, bonjour, docteur de Chazourne, Île de la Réunion. Je vous ai envoyé un mail il y a 2 jours, vous invitant à ce que j'organise à la représentation du Parlement européen avec Michel Rivasi ce lundi à 11h face à la presse. Et j'espère avec beaucoup de relais. Je suis syndiqué, malheureusement, entre guillemets, d'un des syndicats signataires. Pourquoi? Parce que je crois que l'ensemble des syndiqués ou non syndiqués, il y a un gros problème dans votre convention, dans notre convention, c'est le secret médical. Et que peut-être quelque chose vous auriez échappé dans le codage des consultations complexes. Peut-être que ça vous a échappé, moi je pense que ça ne vous a pas du tout échappé. Et quand je vois les majorations MG, PEP, HCP, MMM, IGR, MAVP, GOG, enfin bref, on saura tout quand vous viendrez me voir, M. Revel, à La Réunion, en tant que patient.
on saura tout sur vous parce que je coderai pour le motif pour lequel vous serez venu me voir. C'est horrible. C'est horrible parce que tous ces codages vont être bientôt, grâce au territoire de soins numériques, et j'en terminerai là, parce qu'effectivement, ce n'est pas le sujet totalement du débat, grâce au territoire de soins numériques, l'équivalent du DMP, même si vous pensez que ce n'est pas pareil, tout le monde saura tout sur chacun. Donc je vous invite lundi à 11h, boulevard Saint-Germain, avec Madame Rivasi. Merci. Voilà, alors Nicolas, Revel, à vous. Bon, sur les trois questions concernant la pédiatrie, j'avoue que je suis un peu étonné de dire que la Convention met à mal la pédiatrie. Et je dois vous dire que les syndicats qui ont négocié au nom des médecins ont fortement porté dans la négociation le fait qu'il fallait prendre soin, entre guillemets, des pédiatres libéraux. De sorte que ça se traduit, alors les chiffres ont-ils une valeur, parce que est-ce que ça parle aux gens, mais je n'ai pas exactement le chiffre précis, mais je pense qu'on doit se situer sur un ensemble de mesures dont l'impact sur à peu près un peu moins de 3000 pédiatres va être environ de 24 à 25 millions d'euros. Donc c'est une division. Bon. Comment on y arrive ? On y arrive d'abord par une revalorisation du tarif qui passe de 31 à 32 euros. On y arrive, et soyez-y attentifs, à des consultations longues à 46 euros qui n'existaient pas jusqu'à présent. Et elles sont importantes et elles concernent souvent, soit de manière exclusive sur les prématurés, les pédiatres, soit sur les 3 examens des premiers âges, très largement les pédiatres. Les pédiatres, puisque nous allons vers un médecin traitant de l'enfant, vont être pour une part, je dirais, choisis comme médecins traitants. Ils seront donc éligibles au forfait médecin traitant, patientèle médecin traitant, et nous allons d'ici la fin de l'année conclure une ROSP, médecin traitant de l'enfant. Donc quand je prends tout ça, avec des hypothèses qui ne sont en rien farfelues, je suis au chiffre que je vous ai donné, vous avez fait la division, je ne crois pas que nous ayons mis à mal la pédiatrie. Et puis par ailleurs, nous avons même inclus, parce que nous étions attentifs à pouvoir suivre les effets de ce que donnerait la création du médecin traitant de l'enfant sur l'activité des pédiatres aujourd'hui, nous avons pris soin de dire qu'il y aurait dans les instances conventionnelles un suivi particulier des effets de la mise en place du médecin traitant de l'enfant. Sur le transport sanitaire, j'entends beaucoup parler du délit statistique, mais c'est la première fois que j'en entends parler sur les prescriptions de transport sanitaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu, je vous en donne acte parce que je l'ai regardé très attentivement, une action qui a été réalisée, mais il y a de cela à peu près 18 mois, donc il y a assez fort longtemps, sur un petit nombre de médecins qui, effectivement, avaient un niveau de prescription particulièrement élevé. Nous ne l'avons d'ailleurs pas reconduit depuis. Ça ne veut pas dire qu'on ne le fera pas un jour, mais pour l'instant, ça n'a pas été reconduit. Bon. Alors, les transports, on en a besoin, vous avez raison, et ils augmentent, vous savez, chaque année à peu près de 4 à 5%, donc rassurez-vous, c'est très dynamique. Voilà, donc nous ne sommes pas en train d'empêcher les transports de progresser, et d'ailleurs, la politique de l'assurance maladie, elle est plus orientée sur la structure du transport, c'est-à-dire le choix du bon mode de transport entre ambulance et VSL taxi, et même entre les VSL et les taxis, il y a des sujets tarifaires que vous connaissez, plutôt que de faire la guerre à la prescription des médecins de ville, même si il y a des actions qui doivent avoir lieu pour ce qui est de la ville et aussi des établissements, puisque les 2/3 de la prescription se font à partir des établissements. Donc regardons les sujets particuliers, mais je ne suis pas le sentiment que ce soit là où l'action de l'assurance maladie soit la plus, je dirais, offensive. Enfin, sur le secret médical, donc j'ai bien reçu votre mail, je ne serai pas au point presse de Mme Rivasi et de vous-même. Alors, ne confondons pas le DMP et le reste. Le DMP, je vais dire un truc, je ne sais pas si vous le savez, mais l'assurance maladie n'a pas accès au DMP. Nous sommes en charge de son déploiement. Yvon Merlière vient demain, il vous fera un point. C'est un sujet sur lequel nous sommes extrêmement engagés et qui va commencer à démarrer en phase pilote progressivement dans les prochains mois. Mais rappelons juste cet élément simple. La loi n'autorise pas l'assurance maladie à mettre son nez dans le contenu du DMP. C'est un outil pour les patients et les professionnels de santé. Je parle sous le contrôle du Burek qui le sait. Alors ensuite, vous me parlez des consultations longues qui vont avoir des codes.
Regardez la NGAP actuelle. Vous avez dans la NGAP actuelle déjà beaucoup de consultations longues qui ont un contenu médical relativement explicite. Par ailleurs, je vais vous faire un deuxième aveu. L'assurance maladie accède à la consommation de soins des patients. Et la consommation de soins, vous savez, renseigne assez facilement sur ce que sont la pathologie des assurés. Et je ne crois pas que l'assurance maladie soit, je dirais, parce qu'elle existe depuis longtemps, ait été le lieu de manquement aux obligations de secret professionnel et de manquement au secret médical. Enfin, il y a un point, parce que votre organisation, la FMF, a pointé un sujet, puisque vous l'aviez porté, qui est de savoir si cette information-là serait partagée avec, au-delà des régimes de base, avec notamment les assureurs complémentaires. Et donc j'ai pris soin d'indiquer que nous veillerions à ce qu'il y ait un code acte unique pour l'ensemble des consultations longues, de telle sorte que le détail de chacune n'apparaisse pas dans les informations ou les flux informatiques qui seront transmis aux organismes complémentaires. Parce que c'est un point tout à fait juste et nous partageons cette préoccupation. J'espère qu'il n'y a pas de complémentaire dans la salle. Pas cette année. Voilà. Benoît, et puis... Oui, monsieur le directeur, on a senti à la fin de votre propos un petit regret sur une insuffisante déclinaison éventuellement régionale ou territoriale de la Convention. Ce matin, quand on entendait un certain nombre d'expériences ou de projets, on avait l'impression d'entendre presque via des dispositifs gérés par... notamment, je pense à celui des Pays de la Loire sur la permanence des soins, confié d'ailleurs sous l'autorité des professionnels. On avait l'impression presque d'avoir de la convention déclinée. La question que je me pose, c'est est-ce que dans la période qui va s'ouvrir, c'est-à-dire où la nouvelle convention s'ouvre, donc il va y avoir quelques temps avant que votre souhait d'embryon de régionalisation puisse éventuellement se mettre en place, est-ce qu'entre les ARS et la CNAM, il y a moyen de faciliter ou d'encourager ce type de déclinaison régionale? Est-ce qu'il y a un mécanisme qui permettrait d'aller plus loin dans ce domaine? Un flux financier. Non, mais nous sommes sur un instrument juridique qui obéit à ses règles. Donc, je veux dire, la convention est signée, rien ne peut en modifier les règles de mise en œuvre sans que ce soit un avenant qui soit négocié et conclu. Bon. Moi, je ne suis pas partisan d'une régionalisation au sens large de toutes les mesures conventionnelles. J'ai entendu que cette idée revenait dans le débat politique avec l'idée d'une régionalisation des tarifs. Oui, mais si, ça fait partie des choses qu'on entend ces derniers temps. Bon, voilà, en tout cas, je pense que ça n'est jamais ce que nous avons, nous, porté. Dans les zones sous-denses, nous avons introduit ce qui existait déjà, mais nous avons modifié une majoration des honoraires. Donc, c'est quelque part un bonus qui est donné. Mais de là, je dirais, à régionaliser toute la grille tarifaire, je ne pense pas que ce soit de bonne politique. Et d'ailleurs, alors il faudrait changer le système. Enfin, il ne faudrait pas que ça procède d'une convention nationale. Non, en revanche, je pense qu'il y a quelques sujets sur lesquels on voit bien que dans la déclinaison d'un certain nombre d'indicateurs FLIN, sur la mise en œuvre d'actions, il peut y avoir un intérêt à ce que les acteurs locaux puissent trouver des modalités ou des sous-critères ou des pondérations différentes. L'exemple que j'ai cité portait par exemple sur le volet prévention de la ROSP. Moi, j'ai essayé, j'en ai discuté avec les agences, avec les directeurs généraux d'ARS, je leur ai dit à un moment donné, est-ce qu'il y aurait des indicateurs cliniques propres à certaines régions en France? On s'était forcé à cet exercice, on n'a pas trouvé, pour être honnête. On aurait peut-être pu en trouver en Outre-mer, mais pas beaucoup plus loin. En revanche, il y avait une idée qu'on aurait pu, je dirais, envisager, et qu'on a soumis au débat, mais il n'y a pas eu d'accord, qui était de dire que quand on a défini les indicateurs de prévention, on leur a donné au niveau national une pondération, un nombre de points. On peut imaginer que dans une région, telle problématique de santé publique soit plus aiguë et qu'on mette un peu plus de points sur quelque chose qui a plus de poids dans une région que dans l'autre. Ce n'était pas honnêtement la fin de la portée nationale de la Convention. Ça aurait été une manière, je dirais, de donner un petit peu de souplesse. Ce sont des choses comme ça qui, à mon avis, pour demain, devraient être regardées davantage.
Alors, une dernière question, Pierre-Jean Tardamian. Oui. Monsieur le directeur, dans cette convention, nous avons pris en compte la notion d'urgence adressée par le médecin traitant et d'urgence chirurgicale diurne. C'est une demande que la FMF, je sens arriver une question. Oui, mais vous vous en doutez. A porté et nous en remercions. Le texte nécessite, à notre avis, qu'on précise les conditions. Nous considérons qu'un adressage en urgence justifiant un avis spécialisé n'est pas limité à l'acte de consultation, mais aussi aux actes techniques et d'imagerie. Une surdité brusque justifie un audiogramme d'urgence, un épitaxiste, un geste ORL, une douleur abdominale aiguë, une échographie. Le modificateur de 15 € doit donc bien s'appliquer, à notre sens, aux actes techniques et d'imagerie. L'autre point est la majoration de 80 € pour le chirurgien et l'anesthésiste. Or, avant de prendre une décision, une imagerie a souvent été demandée. L'ouverture de ce forfait doit donc s'ouvrir aussi à l'imageur, si un examen est demandé. Ces précisions pourraient ainsi modérer l'opposition forte actuelle des spécialistes hors palato techniques lourds, qui sont nombreux. Monsieur est imageur. Ah, on a un dialogue on se connaît bien. On se connaît bien. Alors, je vais faire une réponse, excusez-moi, facile, qui est de dire que je ne réponds rarement dans ce genre de lieu et dans ce genre de circonstances à des questions aussi précises. Et puis, il se trouve que je croisais tout à l'heure M. Masson, président de la FNMR, et on s'est dit qu'il fallait qu'on se voie sur plein de sujets. Ça fera partie des sujets. On s'est compris. Merci de votre réponse.